Dans ce monde où tout va trop vite, le Coin Cosy vous invite à prendre le temps. Chaque semaine, je vous partage mes coups de cœur, que ce soit des lectures, des musiques, des séries, des jeux vidéo, des astuces bien-être. Mon objectif, vous offrir un moment de détente, une bulle d'oxygène pour vous ressourcer. Mais que vois-je? Une nouvelle petite ombre vient d'apparaître, une ombre même lumineuse. Bienvenue à toi, installe-toi confortablement et surtout, respire un grand coup, dépose tes épaules, oui, il est temps de les relâcher un peu. Oublie bien sûr tes petites notifs sur ton téléphone et surtout cette liste interminable des choses que tu penses devoir accomplir aujourd'hui. Tamise les lumières si tu le peux, sers-toi une boisson chaude si tu aimes le chaud quand il fait chaud, ou une boisson bien glacée si tu préfères le frais. Enfin bref, quelque chose qui te fait du bien, tu le sais, ici on n'est pas là pour juger. Et glisse-toi soit sous ton plaid préféré, soit sur ta superbe serviette XXL de plage. Bienvenue dans ton petit havre de paix, bienvenue dans ton coin cosy. Aujourd'hui, on va faire un voyage un peu particulier. On va franchir la frontière des apparences, traverser ce putain de miroir et s'aventurer sur un terrain que la société nous a appris à redouter, à fuir et surtout à juger très sévèrement. Aujourd'hui, je te propose qu'on évoque celles qu'on adore détester. De celles qui portent des cornes sombres, des couronnes trop lourdes pour les têtes ordinaires, des capes qui balaient le sol avec un dédain impérial ou des sourires un petit peu trop acérés, pour être honnête. Oui, tu l'as compris. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la psychologie, la magie, mais surtout la puissance brute de l'archétype de la méchante. Alors, si tu as écouté l'épisode 46 de mon podcast, celui où on s'est plongé ensemble dans l'univers des bandes originales de films et de séries, tu te souviens sûrement de ce qu'on s'est dit. La musique a ce pouvoir invisible, presque chamanique, de nous faire ressentir l'essence profonde d'un personnage avant même qu'il n'ait prononcé la moindre réplique à l'écran. Et si tu fais bien attention, si tu fouilles dans tes souvenirs de cinéma, de séries, de contes de fées, tu te rendras forcément compte d'une vérité, mais alors flagrante. Les thèmes musicaux les plus vibrants, les plus viscéraux, les plus inoubliables, non, ce ne sont pas ceux des princesses parfaites et lisses. Je ne parle pas du libéré délivré qui nous a toutes tuées à un moment donné dans notre vie. Mais ce sont, pour les autres, des marches impériales, les mélodies sombres et théâtrales des vilains. Pourquoi ? Pourquoi alors qu'on nous éduque dès le plus jeune âge à être de gentilles petites filles, des femmes douces, polies, arrangeantes, discrètes, lisses ? Pourquoi sommes-nous au fond de nos tripes si intensément fascinés par des figures comme Maléfique, Ursula, Mercredi Adams, Cersei Lannister ou encore Xena, notre très très chère guerrière? Pourquoi ressent-on ce frisson d'admiration plutôt secrète quand la méchante entre en scène et balaie d'un revers de main les attentes du monde entier? Et si ces femmes ne nous faisaient pas réellement peur? Et si, en réalité, elles incarnaient une part de nous-mêmes que nous avons, mais alors désespérément et maladroitement, étouffée pour plaire aux autres? Eh bien, aujourd'hui, on va explorer ensemble notre part d'ombre. On va réhabiliter ces figures mythiques et de pop culture, et tu vas voir que s'autoriser à regarder la méchante dans les yeux, ça ne va pas te rendre cruel. Au contraire, ça va te faire un bien fou. Et ça pourrait bien être d'ailleurs la clé qui te manque pour poser tes limites, reprendre ton pouvoir et arrêter surtout d'avoir peur de déranger. Pour comprendre la puissance de la méchante, il va falloir d'abord qu'on analyse ce qu'on nous a vendu en face. Revenons donc un instant à l'iconographie de notre enfance, aux contes de fées traditionnels qui ont bercé notre imaginaire collectif. Les héroïnes classiques ont presque toutes une structure psychologique commune. Elles subissent leur vie.
Elles sont d'une passivité, mais alors totale, et alors leur vertu principale réside dans leur capacité à endurer la souffrance sans jamais broncher, sans jamais crier et sans jamais se plaindre. C'est terrible, c'est affreux. Prenons par exemple Blanche-Neige. Blanche-Neige est chassée par une reine jalouse. Elle trouve refuge chez les 7 nains et sa première réaction, c'est de faire quoi? Le ménage, cuisiner pour eux et de chanter en récurant le sol. Cendrillon est maltraitée par sa belle famille. Que fait-elle? Elle nettoie la cheminée, parle aux souris et attend surtout sagement dans son coin qu'une marraine la fée vienne régler ses problèmes à coups de baguette magique. Peut-on seulement aussi regarder notre très chère Belle au bois dormant, qui subit une malédiction. Sa seule action d'envergure est de dormir pendant 1 siècle en attendant qu'un prince traverse des ronces pour venir lui donner un baiser qu'elle n'a même pas pu consentir consciemment. Le consentement, c'est ton droit le plus absolu de décider ce qui te convient et ce que tu refuses. Eh bien, ces personnages féminins traditionnels sont programmés pour être aimés. Et petites, nous les avons forcément aimés. Waouh! Et pour être aimés par le plus grand nombre, ils doivent être inoffensifs. Ils ne doivent surtout pas faire de vagues, ne pas faire de bruit et surtout ne doivent jamais, au grand jamais, ressentir ou exprimer de la colère. Parce que dans notre inconscient collectif, une femme en colère, c'est quoi? C'est une femme hystérique, une femme potentiellement laide, c'est une femme qui devient dangereuse et par conséquent qu'il faut bannir ou faire taire. Est-ce qu'on doit reprendre l'historique de Salem et de tout ce qui va avec par rapport aux femmes reconnues sorcières et qui faisaient tant peur? Et en face de cette passivité érigée en modèle de perfection, qu'est-ce qu'on nous propose? Des reines, des sorcières, des femmes de pouvoir, des femmes qui, certes, commettent des méfaits dans le scénario pour valoriser l'héroïne, mais qui possèdent une force de caractère monumentale. Prenons par exemple Ursula. J'allais oublier un minuscule détail. Nous n'avons pas encore parlé du paiement. En ce bas monde, on n'a rien sans rien. Mais je n'ai Je pas ne te de... demande pas grand-chose, une babiole, en vérité 3 fois rien. Quelque chose dont tu peux te passer. Ce que je veux de toi, mon ange, c'est ta voix. Ursula, c'est la sorcière des mers dans La Petite Sirène, avec son maquillage bien violet, sa chevelure blanche un petit peu à la One Again. Visuellement, elle casse tous les codes. Elle est ronde, elle assume son corps, elle est exubérante, elle est profondément théâtrale. Et on va pas se mentir, elle occupe, mais alors, tout l'espace. Quand elle chante « Pauvres âmes en perdition », elle domine l'écran. Mais surtout, regardons ses actes avec nos yeux de femmes adultes aujourd'hui. Ursula, c'est pas juste une créature maléfique. C'est une entrepreneuse, une vraie businesswoman des océans. Elle va proposer des contrats écrits, signés, paraphés. Elle prévient Ariel des conditions exactes du pacte. Tu as 3 jours, sinon tu m'appartiens. Ariel accepte en toute connaissance de cause pour un garçon qu'elle a à peine croisé pendant, je te le donne en 1000, 2 minutes. Eh bien, Ursula ne triche pas sur le contrat. Elle applique les clauses juridiques de son entreprise de magie. Elle incarne celle qui sait négocier, celle qui connaît la valeur de son travail et bien sûr de ses pouvoirs, et qui n'a pas peur de demander un prix exorbitant en échange de ses services. Si on prend une autre méchante, qui n'est autre que la très grande Maléfique, La princesse, en grandissant, aura la grâce et la beauté. Chacun l'aimera, il lui sera dévoué. Mais ma volonté est telle qu'avant l'aube de ses 16 ans, elle se piquera le doigt à la pointe d'une quenouille et en mourra. dans la version originale du conte, pourquoi est-elle en colère? Eh bien parce que le roi et la reine ont organisé une immense fête pour la naissance de leur fille. Ils ont invité le royaume entier, toutes les fées mineures, mais ils ont oublié délibérément de l'inviter, elle, la fée la plus puissante du territoire. Alors on va parler ici simplement d'une humiliation publique, d'une tentative délibérée d'effacer son importance et son statut social. Que fait une gentille fille dans cette situation? Elle va rentrer chez elle, elle va pleurer sur son sort,
Elle va se demander ce qu'elle a fait de mal et elle se sent coupable d'être rejetée. Mais alors, Maléfique, elle, elle n'attend pas qu'on lui donne la permission d'exister. Elle débarque en plein milieu du château, les portes s'ouvrent à la volée en éclats, le vent se lève, les murs tremblent, bref, elle s'impose au centre de la pièce, elle déploie ses ailes, ou potentiellement sa magie verte, et elle pose ses conditions. Elle dit en substance: Vous avez essayé de m'invisibiliser, grand bien vous fasse. Maintenant, vous allez devoir composer avec ma présence et avec ma puissance. La fascination viscérale que nous éprouvons pour ces personnages ne vient pas d'un goût morbide pour le mal. Elle vient, je pense, en tout cas, peut-être me diras-tu que je me trompe, mais je pense qu'elle vient d'un manque cruel dans nos propres vies. Nous vivons dans un monde où, clairement, dès l'enfance, on nous apprend qu'il faut réduire l'espace physique et mental quand on est une femme. On nous apprend également à croiser les jambes pour prendre moins de place. Perso, j'ai jamais su faire, mais bon. C'est autre chose. À baisser le ton de notre voix pour ne pas paraître agressive. Et surtout à nous excuser de constamment exister. Combien de fois par jour est-ce que tu t'es dit « Désolée de déranger, est-ce que je peux me permettre ? Pardon, mais j'aurais une petite question. » Quand notre regard se pose sur une méchante de fiction, notre inconscient collectif et notre instinct le plus sauvage poussent un immense soupir de soulagement. Notre esprit se dit « Ah, enfin une nana qui se contrefiche, mais alors éperdument d'être aimée par tout le monde. Une nana qui ne cherche pas à être gentille, mais qui veut être respectée. » Une nana qui ne demande pas la permission de s'asseoir sur le trône, mais qui s'installe parce que elle sait qu'elle en a les capacités. Mais alors, n'allons pas croire non plus que cet archétype se limite aux dessins animés de notre enfance. La pop culture regorge de nuances et les frontières entre le bien et le mal se brouillent, mais alors magnifiquement quand on étudie les anti-héroïnes et les figures mythologiques. Faisons un grand saut dans les années 90 et parlons de ma très très chère Xena, la guerrière. À l'époque des dieux de la mythologie, des seigneurs de la guerre et des rois de légende, un pays en plein désordre demandait un héros. Alors survint Xena, une prestigieuse princesse issue du cœur de bataille. Combat, passion, danger. Par son courage, Xena changera la face du monde. Xena, je pense que c'est l'exemple, mais alors parfait, de la réhabilitation de l'ombre. Au début de son histoire, dans la série de Hercule, Xena est une authentique méchante, une chef de guerre, mais alors impitoyable. Elle est cruelle, elle a soif de sang et de vengeance bien sûr, et elle détruit des villages entiers. Elle porte le poids de traumatismes immenses, de trahisons qui ont endurci son cœur comme de l'acier. Et puis, elle va entamer son chemin de rédemption dans sa propre série. Mais tu ne peux pas faire la paix avec des brigands. Je connais ce petit menteur, j'étais comme ces gens-là avant. Peut-être, mais toi, tu as changé. Mais ce qui est fascinant avec Xena, c'est qu'en choisissant de faire le bien et de protéger les opprimés, elle ne devient pas pour autant une sainte douce et inoffensive. Elle va garder son armure de cuir, son cri de guerre terrifiant, sa maîtrise mais alors parfaite des armes, dont son chakram, et sa capacité à briser des mâchoires quand c'est nécessaire. Xena n'efface pas son passé, ni sa violence intrinsèque. Elle la canalise. Elle nous montre qu'on peut être une force protectrice, une femme profondément bonne et loyale, tout en restant une guerrière redoutable, capable de déclencher des tempêtes. Je voyage seule, Où veux-tu aller? à Amphipolis. Je rêve de nouvelles villes, de nouveaux royaumes. Et quelle route tu vas prendre pour y aller? Ce n'est pas la peine d'y penser. À quoi? À m'accompagner. Tu ne veux pas me mettre en colère, n'est-ce pas? Elle refuse le rôle de la victime, et si le monde est cruel, elle sera plus forte que le monde entier pour protéger ce qu'elle aime. Et si on remontait encore plus loin, cette fois-ci dans les racines de notre mythologie, enfin nos mythologies plutôt, et si on se penchait sur la figure de Circé. Dans l'Odyssée d'Homère, je ne sais pas si tu as eu la grande satisfaction d'apprendre ça à l'école. Moi, je n'ai pas aimé, mais bon, quand on est gamin, forcément, ça ne nous intéresse pas des masses. Bref, dans l'Odyssée d'Homère, Circé est décrite comme une dangereuse sorcière qui vit isolée sur son île d'Aiaia, je n'arrive jamais à le prononcer, Deia, et qui transforme les hommes
en porc. Ça me rappelle d'ailleurs dans Willow, ça. Si t'as la ref, tu comprendras tout de suite. Ce n'est pas une armée. Nous venons chercher Elora Danan. Vous osez me défier? Vous n'êtes pas des guerriers. Vous êtes des porcs. Pendant des siècles, la littérature l'a dépeinte comme une femme malveillante, une tentatrice ultra toxique. Mais pourquoi Circé transforme-t-elle ces marins en animaux? Parce que ces hommes débarquent sur son île, à elle, sans y être invités, ils pillent ses ressources, chassent ses animaux sacrés et violent le sanctuaire d'une femme vivant seule. Eh bien, la métamorphose n'est pas un acte de cruauté gratuite. C'est un acte ici de légitime défense, une réponse magique et, je te l'accorde, radicale à une invasion patriarcale. Circé utilise sa connaissance des plantes, de la botanique obscure et des poisons pour tracer une frontière inviolable autour de son existence. Elle refuse de se laisser dominer ou soumettre par les guerriers de passage. Et ça me semble totalement ok. Et que dire de figures plus contemporaines, comme Wanda Maximoff? C'est la sorcière rouge dans l'univers de Marvel. Quand vous avez offert à Thanos la pierre du temps, Nous étions en guerre, et je sais que c'était la seule solution. vous enfreignez les règles et vous devenez un héros. Et quand j'ai fait, je deviens l'ennemi. Je trouve pas ça normal. Préparez-vous à me remettre America Chavez avant le coucher du sol. Et si nous refusons? Alors ce n'est pas Wanda qui la revendiquera. Ce sera plutôt la sorcière rouge. Wanda est un personnage d'une tragédie infinie. Elle perd ses parents, son pays, son frère, et puis, pour finir, l'homme qu'elle aime. On lui demande constamment de contenir ses émotions, de cacher sa magie, de rester dans les rangs pour ne pas effrayer les autres Avengers. Il y a forcément ce moment qui arrive où la douleur est trop grande. Et dans WandaVision et Doctor Strange, sa douleur se transforme en une rage créatrice et alors destructrice d'une puissance ultra cosmique. Elle va réécrire la réalité elle-même pour pouvoir apaiser son cœur brisé. Wanda, elle incarne clairement cette part en nous qui refuse de minimiser sa souffrance pour mettre les autres à l'aise. Elle est le rappel brutal que derrière une immense tristesse féminine se cache, très souvent malheureusement, une colère volcanique capable de faire s'effondrer des univers entiers si on tente de la nier. Regardons aussi, si tu le veux bien, ces personnages plus ancrés dans des réalités humaines, quoique particulièrement impitoyables quand même, comme Cersei Lannister dans Game of Thrones. Cersei, elle est cruelle, elle est manipulatrice et très souvent détestable. Mais quand on analyse sa trajectoire, on comprend sa mécanique. Elle est née dans un monde d'hommes où elle a la certitude d'être plus intelligente, plus stratégique et surtout plus forte que son frère jumeau, voire même de son très cher mari, le roi Robert. Pourtant, à cause de son genre, on la vend comme une marchandise politique, on la force à enfanter en silence, on la méprise. Eh bien, Cersei, elle va choisir d'adopter les méthodes de ses oppresseurs, mais attention, en pire. Tu m'as souvent calomnié devant lui. Calomnié? Quand? Tu lui as raconté que j'avais ordonné à mes gardes de battre une servante à Castral Rock. Mais tu as ordonné qu'on la batte. Une petite fille de 9 ans, je crois. Moi aussi, j'avais 9 ans. Elle y a perdu un œil, si je me souviens bien. Et si moi je me souviens bien, elle n'a plus jamais volé de collier. Dire la vérité n'est pas une calomnie. Et là, je pense forcément à Twilight, lorsqu'on revoit le passif d'une de nos charmantes vampires qui se venge de son fiancé qu'il avait donné en pâture à ses charmants collègues et amis. Bref, pour revenir à Cersei, elle dit une phrase qui me semble vraiment emblématique, c'est « Plus il y a de gens que vous aimez, plus vous êtes faible ». Et sa méchanceté, c'est une armure de paranoïa qui a été construite pour protéger ses enfants et sa propre vie dans un jeu politique où la moindre faiblesse, c'est la mort. Et elle nous montre ce qui arrive quand l'ambition et l'intelligence d'une femme sont systématiquement opprimées par la société. Et dans ce cas-là, elle se transforme en un venin redoutable. Même dans des registres plus légers, comme la pop culture adolescente, l'archétype est puissant. Souviens-toi de Sharpay Evans dans High School Musical. On nous la présente comme la pain-bêche, insupportable, l'antagoniste de la gentille Gabriella. Et pour avoir été victime de harcèlement scolaire durant toute ma scolarité,
J'avoue que je l'ai pas beaucoup aimée celle-là. Bref, passons. Elle prend des cours de chant, de danse, de théâtre, elle va répéter des heures durant. Elle connaît la mise en scène sur le bout des doigts, elle est d'un professionnalisme, mais alors vraiment irréprochable. Et en face, on a Gabriella qui chante par hasard dans son coin, qui n'a aucune technique, qui rate les auditions, mais qui obtient le rôle principal simplement parce qu'elle est douce, timide et qu'elle a un joli sourire. Et bien dans ce cas-là, Sharpay va incarner forcément l'ambition brute, celle qui refuse de s'excuser d'être talentueuse, celle qui veut le premier rôle, et c'est légitime, parce qu'elle sait qu'elle a bossé pour l'avoir. Eh bien la société va préférer récompenser la fausse modestie d'une fille effacée, plutôt que l'assurance flamboyante d'une femme qui connaît sa valeur. Toutes ces figures, de Lilith, notre chère première femme rebelle du Jardin d'Éden, qui refusa de se soumettre à Adam, jusqu'à Mercredi Adams, qui cultive son macabre et son absence d'empathie sociale avec une fierté jubilatoire, partagent un noyau psychologique commun. Elles ont tout un jour décidé de rompre le pacte de la soumission invisible. Elles ont toutes choisi de préférer leur propre alignement, leur propre vérité et leur propre pouvoir à l'approbation du groupe. Et elles acceptent d'être les méchantes dans l'histoire des autres, tant qu'elles restent les reines absolues de leur propre royaume. Et pour autant, ça ne les empêche pas d'avoir un petit cœur tout moelleux quand il s'agit d'amitié ou autre. Alors maintenant, arrivons-en au cœur de notre réflexion. Pourquoi je te raconte tout ça aujourd'hui au coin de notre petit feu cosy? Quel est, selon toi, le rapport entre Xena la guerrière, Ursula, Circé, de ton quotidien à toi, de femme, de créatrice, de professionnelle ou de mère de famille de cette année 2026? Bien, le rapport, il porte un nom en psychologie analytique. C'est un concept développé par Carl Gustav Jung. C'est l'ombre. Jung expliquait que notre psyché est divisée en plusieurs parties. Tu as la persona, oublie 2 secondes tes réseaux sociaux, qui est le masque social que nous portons pour être acceptés par la société. Ça va être ton sourire qui montre plein de politesse quand un collègue te fait une remarque déplacée. C'est ta patience forcée quand tes limites sont piétinées. Et c'est ta propension à dire oui, bien sûr, pas de problème. Alors que tout ton être hurle de fatigue. Et à l'opposé de la persona, dans les profondeurs de ton inconscient, il y a ton Mr. Hyde, il y a l'ombre. L'ombre n'est pas le siège du mal absolu ou de la perversion, attention. C'est simplement le placard de ton cerveau où t'as enfermé, en bordel ou pas en bordel, encore une fois, on n'est pas là pour juger, verrouillé à double tour toutes les facettes de toi-même, qu'on t'a dit de cacher parce qu'elle n'était pas convenable pour une nana. Eh bien, pour la majorité d'entre nous, notre ombre contient notre colère légitime, notre ambition financière, notre désir de pouvoir, notre ego, notre fierté, notre sexualité crue ou notre capacité viscérale à dire un non sec et définitif, et ça, bien sûr, sans avoir besoin de nous justifier. Alors, qu'est-ce qui se passe si tu passes ta vie entière à refuser de visiter ton ombre? Qu'est-ce qui se passe si tu t'obstines à vouloir rester la princesse douce, la gentille fille parfaite, l'entrepreneuse toujours arrangeante qui fait des rabais à tout le monde? Eh bien, il se passe que tu deviens le paillasson du monde extérieur. Tu acceptes des contrats ou des projets sous-payés par peur de paraître cupide, alors que, je te le rappelle, Ursula réclamerait son dû avec un grand sourire. Tu laisses les membres de ton entourage déborder sur ton temps personnel et aspirer ton énergie parce que tu as peur de passer pour une égoïste, alors que là encore, je te rappelle que Circé aurait déjà transformé ses intrus en porcs pour nettoyer son espace. Et tu dis oui à cette réunion de famille ou à ce projet pro qui t'épuise alors que tu as besoin vital de repos, simplement parce que tu redoutes qu'on ne t'aime plus si tu n'es pas parfaite. Alors que Mercredi Adams, elle, savourerait mais tellement le plaisir de décevoir les attentes de tous. Alors, faire du shadow work, c'est faire le travail de l'ombre. Ce n'est pas devenir une personne toxique. Attention, bien sûr, il y a des limites. Ce n'est pas te lever demain matin avec l'intention de détruire la vie des gens autour de toi
ou de manipuler ton entourage comme Cersei Lannister. Loin de là. Faire du travail de l'ombre, c'est descendre dans ta cave avec une lanterne, ouvrir ce putain de placard poussiéreux, regarder ta méchante intérieure dans les yeux, lui prendre la main et lui dire « Viens avec moi, j'ai besoin de ta force, maintenant !» C'est comprendre que ta colère est une boussole sacrée. Et ta colère, c'est pas un défaut de fabrication, c'est un signal d'alarme, un petit peu, tu sais, comme le petit capuchon qu'il y a sur les cocottes minutes. Ce signal d'alarme de ton âme, lui, te dit qu'une de tes frontières vient d'être violée. Et c'est donc aller chercher la froideur stratégique de notre très cher maléfique pour poser tes conditions de travail. C'est utiliser l'assurance de Sharpa Evans pour assumer que tu es excellente dans ce que tu fais, sans bien sûr baisser les yeux ou bafouiller quand on te demande tes tarifs. C'est invoquer la puissance de protection de notre très grande Xena pour défendre ton temps de repos comme un territoire sacré. Et on sait ô combien Xena était protectrice vis-à-vis de Gabriel. Tu as le droit de ne pas être gentille. Tu as aussi le droit d'être juste, entière et intègre. Et l'intégrité, malheureusement, ça exige parfois de décevoir les gens qui aimeraient que tu restes petite et malléable pour mieux te contrôler. Alors pour que cet épisode ne reste pas une simple théorie de pop culture, j'aimerais bien te proposer un exercice pratique à faire toujours dans ton très charmant et joli carnet magique qui se remplit au fil de nos épisodes, ou peut-être ton grimoire de notes si c'est comme ça que tu le nommes. Pour cette semaine, on va appeler ça le conseil des vilaines. La prochaine fois que tu te retrouveras face à une situation de blocage intense dans ta vie, que ce soit perso ou pro, une situation où tu sens la charge mentale qui va exploser, où tu sens peut-être le syndrome de l'imposteur qui te paralyse, et lui, on sait combien il aime se hisser chez bon nombre d'entre nous, ou que tu t'apprêtes à accepter quelque chose qui va te ronger l'intérieur par pure peur de déranger, tu t'arrêtes, stop. Tu prends une feuille ou ton carnet, et là, tu te poses une question bien spécifique. Qu'est-ce que ma méchante préférée ferait à ma place, ici et maintenant? Si je te propose une petite simulation. Ok. Imagine qu'un client ou qu'un proche abuse clairement de ta gentillesse, t'envoie des messages à des heures impossibles, en exigeant une réponse immédiate pour un problème mineur. Eh bien, si on imagine Maléfique, elle ne prendra pas la peine de déverrouiller son téléphone, elle va redresser la tête, va arborer un sourire calme, royal, glacial, et elle laissera le message en vue pendant 3 jours. Pourquoi ? Parce que la reine ne s'explique pas devant les villageois et qu'elle dicte le tempo de son propre royaume. Maintenant, si tu prends Ursula, elle va pas se prendre la tête. Elle va renvoyer une copie de ses conditions générales de vente en surlignant en gras les horaires d'ouverture de son entreprise et les pénalités financières pour harcèlement hors forfait. Pas d'émotion, juste du bisbise. Et alors, si tu prends la royale, l'excellentissime Mercredi, elle répondrait par une phrase tellement laconique, tranchante et dénuée de toute tentative de faire plaisir que je te jure que la personne d'en face réfléchirait à 2 fois avant de récidiver. Du coup, j'ai envie de te dire, choisis ta vilaine totem, celle dont la puissance t'impressionne le plus. Écris son nom en lettres capitales dans ton carnet et liste 3 qualités chez elle, ça peut être son franc-parler, son refus viscéral du compromis ultra foireux, son style dramatique, sa capacité à assumer son ambition, que tu t'autorises à intégrer peut-être dans tes actions cette semaine. Regarde cette part d'ombre, non pas comme une ennemie à abattre, mais comme une garde du corps, mais alors d'élite, genre red dingue, qui attend tes ordres dans les coulisses de ton esprit. Pour que tu puisses faire ta réflexion pleine et entière, du coup, je pense qu'il est temps de refermer ce grimoire de l'ombre pour aujourd'hui. Rappelle-toi toujours d'une chose essentielle. Que ce soit dans la mythologie, dans l'histoire, comme dans la pop culture, le récit est toujours écrit et dicté par ceux qui ont gagné et qui voulaient maintenir l'ordre établi. Peut-être que les méchantes qui ont peuplé nos écrans et nos livres n'étaient pas foncièrement mauvaises. Peut-être qu'elles étaient simplement des femmes incomprises, peut-être trop intenses, trop intelligentes, trop puissantes, mais qui ont courageusement refusé de plier le genou devant les règles d'un monde beaucoup trop petit pour elles. Alors j'ai envie de te dire, n'aie plus peur de ton intensité, n'aie plus peur non plus de faire trembler les murs si c'est le seul moyen pour toi de respirer et de prendre ta place. Incarne ta royauté. Si cet épisode un peu plus sombre, psychologique et immersif t'a fait du bien, si tu as senti une étincelle de puissance se réveiller sur fond de tes tripes, ne garde pas ce sortilège pour toi. Dis-le moi en laissant un commentaire sous l'épisode
sur ta plateforme préférée. Ou viens me faire un coucou en story sur Insta, ça me fera grand plaisir. Et surtout, partage cet épisode à ton amie la plus gentille, celle qui s'excuse tout le temps ou qui a cruellement besoin de réveiller la sorcière ou la reine qui dort en elle. Je te propose de rester bien sûr authentique comme d'habitude, mais en plus de penser à rester mystérieuse, puissante et à prendre grand soin de ton ombre. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un tout autre sujet. D'ici là, prends soin de toi. Je t'envoie magie sur toi. C'était Céline pour le Coin Cosy. Allez, ciao!